ça l'idée? Voilà. Donc je reprends. Tout d'abord en remerciant Florian Alain pour sa patience avec moi d'ailleurs, euh, pour son invitation à ce Facebook Live du coup, avec le groupe des auteurs, lecteurs et blogueurs du Sud, dont je fais partie désormais, et c'est un grand plaisir. Alors, juste un petit coucou à mes amis ardéchois pour leur dire que Grenoble, c'est donc le Sud, hein, contrairement à ce qu'ils disent. Grenoble fait partie du Sud. Ok, bonsoir François. Donc, ce groupe promeut des auteurs du Sud, mais pas que, un petit peu plus haut aussi, dont moi. Moi, je vous appelle de Grenoble, là, où je suis en confinement, comme tous les Français et tous les gens du monde, on va dire. C'est rare quand ça nous arrive, mais du coup, pour une fois qu'on est ensemble sur quelque chose, on va être heureux au moins de ça. Euh, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et puis essayer de ne pas être trop pénible. Salut la Belgique. Et puis peut-être que je vais mettre les questions de côté. Et puis après faire un bloc où j'y répondrai. Parce que si je parle beaucoup et qu'au milieu je réponds à des questions, ça risque d'être un peu bizarre, un peu haché pour vous. Donc, euh, la première chose que je voulais faire, c'est parler un peu de mon parcours peut-être. Euh, pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé à écrire des romans. Ok? Alors, euh, petit, tout petit, euh, l'accouchement, ça s'est bien passé. Euh, Bébé de taille normale, 3 kilos et des cacahuètes. Cacahuètes, bon, quand ça fait 4 kilos de cacahuètes, ça fait beaucoup. Donc là, coup du sort, ma mère meurt à l'accouchement et je deviens orphelin. Ok? Donc, bon, pas trop grave, on va continuer la vie comme ça. Je continue. École maternelle, bon, ça se passe plus ou moins bien. Je me fais renvoyer pour trafic de pépito. C'est un coup du sort encore pour mon père. Mais il tient bon, il m'envoie à l'école primaire. École primaire, pareil, ça se passe plutôt bien. Je pousse un peu mes camarades pour être élu délégué de classe à leur place. Je suis renvoyé aussi. Là, mon père succombe. Je deviens orphelin. Et voilà, j'ai dû partir avec ma sœur dans la forêt, hein, puisque nous n'avions plus de maison. On a erré comme ça dans la forêt jusqu'à ce qu'on trouve cette maison au pain d'épices euh, qu'on a mangée, pas supportée, bourrée d'OGM. J'ai dû partir vomir dans un coin de la forêt et là ma sœur s'est fait bouffer par un loup. Dans le Vercors, il y a des loups. Ouais, alors il y a des nouveaux loups, mais avant il y en avait aussi beaucoup. Donc voilà, une enfance, tout ce qu'il y a de plus banal. Le collège, quoi dire, le collège, le lycée, c'est des années assez ingrates, hein, l'acné, les chaussettes Burlington, les pantalons à pince, les nuques longues. Je vais vous éviter un peu ça. Ensuite, je fais l'armée, parce que à l'âge que j'ai, à l'âge avancé, nous faisions l'armée, nous. Je suis envoyé à l'armée dans une ville à côté de Grenoble, au sud de Grenoble, qui s'appelle Vars, euh, où je fais mes classes. Ça se passe plutôt bien, euh, plutôt bien pour moi, mais pas pour ceux qui tenaient les cibles au moment où il fallait s'entraîner au tir. Donc, je me fais virer de l'armée. Ensuite, je vais à la fac à Grenoble, hein, toujours, armée à Grenoble, fac à Grenoble. La fac, ça se passe bien aussi. Je vois la plus jolie fille de l'amphi, je la séquestre, et puis au bout d'un moment, elle m'épouse. C'est pas le syndrome de Stockholm, c'est le syndrome de Grenoble. Donc elle m'épouse. J'apprends après qu'elle est sicilienne. Donc là, je me dis que ça va pas être facile. Mais bon, on continue. Là-dessus, il faut que je trouve un travail. Je passe le concours de l'école normale pour être instit. Je réussis haut les mains d'ailleurs, parce qu'il y avait l'oncle sicilien de ma femme qui était derrière avec un flingue. Donc je deviens instit. Et
coup du hasard, je me fais muter dans la ville de Vars, où je commence à enseigner avec des enfants de militaires dont certains sont en mauvais état parce qu'ils ont reçu quelques balles et ils m'en veulent beaucoup. Et c'est là, à ce moment, que je me dis qu'il faut absolument trouver un plan B. Je ne peux pas être institut toute ma vie, surtout dans cette ville de garnison où j'ai laissé quelques cicatrices. Donc, je me dis qu'il faut absolument écrire des livres. Voilà. Alors, je prends quelques questions. Vous imaginez que c'est pas bien ma vie, mais si je vous raconte la mienne, vous allez vous endormir, vous allez être... c'est ennuyé à mourir, donc je préférais mettre un peu de piment. Quand il dit que Grenoble était dans le sud, je savais que ce garçon avait un grain. D'accord. Ok. Première question. Deuxième question. Est-ce que tu te drogues? Non. Non, non, non. On ne peut pas. En ce moment, on ne peut pas à cause du confinement, mais je bois beaucoup, beaucoup de café. Voilà, du café plein. Ok. Donc, je continue. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ma vie, bon, n'était pas mieux que ça, hein. Donc voilà, je me dis qu'il faut écrire, parce que j'adore ça, en fait. Et, j'écris un premier manuscrit sur l'histoire d'un institut qui déteste les enfants et qui couche beaucoup avec les mamans. Donc ce manuscrit, je l'envoie à des grandes maisons d'édition, évidemment, parce que je n'avais aucune idée de comment ça se passait. Et donc les maisons d'édition, évidemment, me refusent, évidemment. À part une qui est réputée pour être très très difficile avec les manuscrits qui lui sont envoyés, c'est Le Dilettante. Et là, elle me dit qu'il faut que je persévère un peu, que j'envoie, que je retravaille, que je fasse lire mes manuscrits et donc que j'envoie à des petites maisons d'édition. Ce que je fais, pour la première fois, je fais lire mon manuscrit à des amis. Amy, tu en fais partie, ta maman aussi. Et donc, avec leur retour, j'envoie mon manuscrit à de petites maisons d'édition et une petite maison d'édition du sud-ouest, on reste dans le sud, qui s'appelle Aciel, petite maison d'édition à compte d'éditeur, accepte mon manuscrit et mon premier roman va sortir. Il s'appelle Souligner les fautes, je vais vous le montrer là. Voilà. Et il raconte l'histoire d'un instituteur un peu barré. Voilà. Et c'est le début d'une aventure incroyable parce que je découvre tout au niveau de l'écriture, au niveau de l'édition, au niveau de la distribution. Petite maison d'édition qui est tenue par un homme incroyable qui s'appelle Phil Loret. Je lui ai demandé de m'adopter, comme vous le savez précédemment, j'étais déjà orphelin, mais il n'a pas encore répondu, hein. Ça fait quand même 9 ans que j'attends sa réponse, mais bon. Lui me dit cette chose folle, il me dit vous écrivez vos manuscrits, vous les proposez aux grandes maisons d'édition, et si personne ne veut éditer vos livres, nous les éditerons tout le temps. Donc, à partir de là, c'est un grand confort que d'écrire. J'écris un deuxième roman, un deuxième manuscrit que je leur soumets. Là encore, ils me disent, demandez à d'autres maisons d'édition de vous éditer. C'est ce que je fais. Personne n'accepte ce deuxième manuscrit. Et donc, la maison d'édition Aciel édite mon deuxième roman qui s'appelle Épitaphe. Alors, je vous le montre. Voilà. Qui raconte l'histoire d'un homme qui a quelques années de mémoire en moins, qu'il a perdu, et qui, suite à un choc psychologique, va avoir envie de les retrouver ces années-là, de faire le chemin inverse. Voilà. Ce deuxième roman m'apprend pas mal de choses, à savoir que trouver un bon titre, épitaphe, non. Une bonne couverture, une allée de cimetière, non. Ça change tout. Et dans les salons, je suis accueilli par des mouvements de recul de gens qui me disent ça ne nous donne pas envie du tout de lire votre roman.
je comprends, j'intègre, et je continue à écrire des manuscrits. Et mon manuscrit suivant est l'histoire d'un groupe de personnes qui se retrouvent enfermées dans la salle d'attente d'un psychologue. Là encore, ma maison d'édition de l'époque, à Ciel, me propose d'envoyer aux maisons d'édition parisiennes avant que ne me dites. C'est ce que je fais. Et là, une maison d'édition parisienne qui s'appelle Paul et Mike et qui a été distribuée par Hachette prend mon manuscrit. Et là, j'ai la chance de travailler avec un monsieur merveilleux qui s'appelle Philippe Noni, qui est un merveilleux directeur de collection et aussi, surtout, un merveilleux auteur. Et donc, il me fait vraiment énormément travailler sur ce manuscrit. Et sort mon roman, mon troisième roman, qui s'appelle Les naufragés de la salle d'attente, avec un titre magnifique, une couverture somptueuse. Et là, tout à coup, tout prend une autre dimension. C'est-à-dire que j'ai accès à plein de librairies qui accueillent mon roman. Plein, voilà, soyons humbles. Beaucoup plus de librairies qui acceptent mon roman, qui le met en rayon. J'ai accès à des blogueurs qui me contactent. J'ai accès à plus de lecteurs, davantage de lecteurs, donc davantage de retours, donc davantage d'indications sur ce que les gens apprécient ou pas dans ce que j'écris. Et du coup, effectivement, voilà, ça m'ouvre des portes qui sont plutôt sympathiques. Alors, je vais quand même nommer un blogueur particulièrement à qui je tiens vraiment, qui s'appelle Denis Arnoux, qui a un peu mis en réserve son activité de blogueur, mais lui va me faire connaître plein d'auteurs que j'admire beaucoup, et notamment Alain Cadéot, qui est un auteur merveilleux, dont je tombe amoureux des textes. Voilà. Donc, cette aventure avec Paul et Mike est une étape importante pour mon troisième roman. Puis, enfin, je continue à écrire et j'ai un nouveau manuscrit, le manuscrit qui deviendra le roman Elle m'attendait, que certains d'entre vous connaissent. Ce manuscrit, je l'avais dans mes tiroirs, il était en train d'être achevé, et là, je reviens sur Alain Cadéot, et notamment son épouse Martine, qui est une personne merveilleuse, à qui je vais bientôt demander de m'adopter d'ailleurs, mais il faudra qu'on en reparle. Et Martine Cadéot me dit, est-ce que vous avez un manuscrit dans les tiroirs en ce moment? Alain va être édité sur une collection de textes par une nouvelle maison d'édition qui est située dans le sud, on y revient, au Castellet pour être plus précis, et qui pourrait vous plaire par la philosophie de ses responsables. Donc j'envoie mon manuscrit à cette maison d'édition qui s'appelle La Trace, qui a quelques mois, à peine plus d'un an d'existence en fait. Et le responsable Jean-Philippe Lafont me contacte pour me dire que l'histoire lui plaît bien et qu'il veut bien travailler avec moi. Et là, c'est voilà, un grand bonheur à nouveau. Je suis en train vraiment de parler de bonheur que de ça, mais parce que j'ai immédiatement affaire à des gens que je reconnais, les responsables de La Trace, à une famille avec qui immédiatement je me sens bien, je me sens en accord. Et du coup, tout va changer. On va donc travailler ensemble sur ce roman qui est Elle m'attendait. Donc je vous le montre. Il est là. Voilà. Et avec Jean-Philippe Lafont et Laurence Franc de La Trace, qui est une maison d'édition émergente, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore de distributeur, mais elle avait juste une humanité qui me plaisait, et moi ça me disait bien de travailler avec eux, avec des gens qui me plaisaient humainement. Donc on va partir sur ce travail sur le livre. Ils font un remarquable travail pour me guider,
ils me font beaucoup confiance. Et puis il y a ces couvertures de la trace qui sont absolument somptueuses. C'est de la littérature blanche, effectivement. Euh, voilà. Et Elle m'attendait, ben, voilà, part sur plein de librairies. Il est soutenu par ma maison d'édition La Trace, donc. J'ai la chance énorme, du coup, j'avais parlé d'Alain Cadéot juste avant. J'ai la chance énorme qu'Alain Cadéot aime mon manuscrit et accepte de faire une préface pour mon roman. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Et, euh, et donc voilà. Et c'est donc l'histoire de Max, Ale et aussi Rosie. Max, c'est quelqu'un qui travaille sur les chantiers. C'est quelqu'un de costaud, physique, mais qui a beaucoup de blessures en lui, qu'il cache. Il se méfie un peu des sentiments. Et puis il rencontre Ale, il tombe amoureux d'elle. Et il ne peut s'empêcher de vivre une aventure, une histoire d'amour, pardon, pas une aventure, une histoire d'amour avec elle. Euh, de cette histoire d'amour naîtra une petite fille, Rosie, et à la naissance de leur enfant, Max va perdre un peu pied, et les fragilités de son être vont se révéler. Voilà, ça c'est l'histoire, et effectivement, c'est une histoire d'amour. On ne peut pas dire autre chose de cette histoire-là. C'est une véritable histoire d'amour, implacable, euh, inhabituelle, avec des personnages un petit peu hors normes. Ce ne sont pas des marginaux totalement non plus, ce sont juste des personnages un peu qui marchent sur le bas-côté de l'autoroute. Voilà. Voilà pour ce roman. Elle m'attendait. Je vais essayer de reprendre deux ou trois questions que j'ai vues passer au passage. Alors, je reviens à mon premier roman où mon éditeur m'a dit il faut absolument que vous preniez un pseudonyme. Effectivement, je suis inscrit dans une petite ville et je raconte l'histoire dans mon premier roman d'un institut pas très catholique. Donc je choisis un pseudonyme, Naughty, qui ressemble à un peu mon nom de famille tronqué et qui a un rapport surtout avec deux choses. Un, avec la ville de Noto en Sicile. Je vous ai parlé vaguement de la Sicile. Je vous ai pas dit à quel point j'étais amoureux de l'île et de ses habitants. Donc il y a la ville de Noto. Noti, c'est un prénom qui sonne pas mal. Et surtout, vous savez, c'est comme quand on est dans les cimetières, on aimerait mieux être à côté de quelqu'un de drôle, même si on sait que ça servira à rien. Et moi, je me suis dit, si un jour je suis sur des étagères d'une librairie, à côté de qui ça me ferait marrer de patienter. Et puis, ben, il y avait Amélie Nothomb. Et donc, je me suis dit, Naughty, Nothomb, ça peut coller, quoi. Donc, vas-y pour Naughty, et je suis parti là-dessus. Ça, c'était pour la question par rapport à mon pseudonyme. Par rapport à Elle m'attendait, est-ce que c'est un drame? Euh, j'ai vu passer ça, il me semble. Je pense pas que ça soit un drame parce que sinon, ben, la vie serait dramatique. Non, non, c'est réellement une histoire d'amour. Voilà. Je vois aussi que vous mettez sur mon écriture que c'est plutôt joliment écrit. Ben, je vous remercie. J'essaie, j'essaie. Alors là aussi, oui, comme tous les livres d'Alain Cadéot, non, pas comme tous les livres d'Alain Cadéot. Je me comparerai jamais à lui. Jamais. Je tends. Je tends. Le fait qu'il fasse partie de la même maison d'édition que moi, le fait qu'il soit devenu mon ami, je crois, euh, me donne encore plus d'exigence. Voilà. J'aimerais, pas qu'un jour, on me dise que j'ai bâclé l'histoire. J'aimerais pas qu'un jour on me dise que je mérite pas d'être édité. Voilà. Donc j'essaie de faire au mieux et là, je dirais pas l'ombre, mais voilà, Alain Cadéot, pour moi, c'est quelqu'un d'important. Il y a une chanson de Serge Lama qui dit c'est mon ami et c'est mon maître. Alors, je vais pas dire que je suis son disciple, mais en tout cas, j'aimerais pas voir dans son œil quelque chose qui me dise hé mon petit gars, tu bâcles un peu, quoi. Voilà.
Donc, Alain Cadéot, voilà, c'est quelque chose d'important. Moi, j'aimerais bien que ses livres soient davantage connus. C'est pas ce qu'il recherche, mais j'aimerais bien que ses livres soient davantage connus parce que quand vous me parlez de mon écriture et de la beauté de mon écriture, je pense que si vous aimez les mots et si vous aimez les mots joliment écrits, il faut aller vraiment, vraiment lire les romans d'Alain Cadéot. Ça, c'est certain. Coucou Florence. Alors, je prends des questions là, je prends 2 secondes. Tu as ta griffe, garde-la. Merci Willy. Oui, ma griffe. Ok. Si tu appelles ça comme ça, je veux bien. Je veux bien. Je te remercie. J'ai vu une autre question sur le temps que je mettais pour écrire, il me semble. Je vais faire un peu revenir. Je suis désolé. Combien de temps pour écrire elle m'attendait? C'est difficilement quantifiable en fait parce que pour parler un peu plus sérieusement que l'histoire que je vous ai racontée au début, moi je suis un stit, donc oui j'ai beaucoup de vacances, d'accord on le sait, mais ça veut dire que je travaille quand même un peu et le soir j'ai un peu des choses à faire pour ma classe, donc effectivement les week-ends, les mercredis et les vacances j'écris le plus possible. Donc, je dirais, pour répondre quand même à la question, euh, sur la version initiale des manuscrits que j'écris, ça va plutôt assez vite. Je dirais que c'est de l'ordre de 6 mois, de 6 à 8 mois. Voilà, tout dépend de la taille du manuscrit. Pour Elle m'attendait, je pense que voilà, ça a dû être de l'ordre de 8 mois. Je suis pas très, je ne compte pas vraiment beaucoup le temps que je passe en fait. Je chronomètre pas. Et, et du coup, après, la version initiale, c'est pas du tout la fin du boulot, quoi. Après, il y a le fait que les éditeurs lisent, qu'on fasse lire un peu autour de nous, qu'il y ait des réajustements à faire par rapport à l'histoire. Euh, Merci. L'histoire est pour que l'histoire tienne en fait, hein, pour qu'il n'y ait pas de choses qui ne collent pas ou des choses qui soient assez incompréhensibles. Donc ça, c'est encore à nouveau beaucoup de temps de travail. Et une fois qu'on a notre histoire tient, qu'on a toute la forme, après, qu'on a tout le fond, pardon, j'allais dire, justement, après, c'est la forme. Après, et là, je vous reparle d'Alain Cadéot 100 fois, 1000 fois sur le labeur, il faut se remettre. Oui, chaque phrase. Il faut la lire, il faut qu'elle sonne. On se rend compte aussi quand on va lire dans des salons, quand on fait des lectures, que quand la phrase est bancale, immédiatement c'est perceptible par le public. Donc voilà, relire à voix haute. Je ne vais pas vous donner les références du gueuloir que tout le monde connaît. Mais voilà, donc je pense que il faut au moins 2 ans avant entre les premiers mots d'un livre, les premiers mots d'une histoire et le livre abouti. Il faut au moins 2 ans. Donc j'essaie de faire avancer. Je vois j'essaie de lire. Écriture d'humanité, d'attention à l'autre, une grande sensibilité. Bah, c'est gentil. Christine, ça vient de mon histoire, hein, forcément, avec l'histoire merveilleuse que j'ai eue enfant, avec tous ces décès. Voilà, alors c'est vrai que la lecture à voix haute, c'est vraiment le garde-fou, quoi. Il faut que ça puisse passer à voix haute. Mais je crois que tous les auteurs font ça, hein. Je pense que c'est vraiment pas. Il faut respecter les gens qui vont quand même acheter votre livre et essayer d'être le mieux possible, hein. Je ne dis pas parfait, hein, parce que si on était parfait, ça se saurait, mais respecter les gens qui faisaient quelque chose d'un peu joli à lire, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Un livre, c'est pas donné. Donc, il faut que les gens ne soient pas trop déçus. Une autre question, je lis de Chris, mon ami Chris, libraire au Prado, Marseille. Donc ton prochain roman, nous le tiendrons dans les mains quand?
Alors, Chris, je ne sais pas si mes éditeurs suivent là, mais normalement, normalement en novembre. Euh, Normalement en novembre, mon prochain roman paraîtra. On travaille sur la version finale, on travaille sur le titre, on travaille sur la couverture. Enfin, eux travaillent beaucoup hein, là-dessus, parce que moi j'avoue que là je les laisse faire complètement. Je vous ai parlé de mon deuxième roman, Épitaphe, et de sa couverture répulsive. Donc là, il faut absolument laisser la place aux pros, hein. Voilà. A- une question de Christine, as-tu des auteurs qui t'inspirent? Alors, alors, je n'ai pas d'auteur qui m'inspire. Moi, je suis très très fan, en fait. Voilà, quand j'aime un auteur, j'ai du mal à trouver qu'un de ses livres soit mauvais, en fait. Donc, quand j'aime, je suis plus du tout objectif. M'inspirer d'auteurs, non, ça serait super prétentieux d'essayer de courir après des gens que j'admire beaucoup, en fait. Non. Euh, je trouve que quand on lit un roman qui est absolument somptueux, au contraire derrière, il faut pas du tout se mettre dans des rails parce que bah, on souffrirait trop de la comparaison et du coup, à moi perso, j'arrête d'écrire immédiatement, hein. Là, il y a aucun souci. Maintenant, s'il y a des auteurs que j'aime, oui, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le polar en fait. Je pense que là, plusieurs d'entre vous le savent, j'adore Roger John Ellery, qui est vraiment un auteur incroyable. Ouh là là, j'ai commencé à en dire un. S'il faut que je fasse une liste, ça va être un peu compliqué. Je vous ai parlé d'Alain Cadéot. Il y a un auteur comme Laurent Godet qui a écrit Le Soleil d'Escorta et qui, du coup, pour moi, est intouchable. Il y a plein d'auteurs. J'aime beaucoup la littérature anglaise aussi et l'aspect un peu barré. J'ai pas encore réussi vraiment à écrire ce genre de choses dans mes romans. J'aimerais vraiment bien. Je connais certains amis qui me poussent à le faire. Mais voilà, Tom Sharp et la série des Wilt, David Lodge, Nick Hornby, il y a plein d'auteurs comme ça que j'adore réellement, réellement. Le grand auteur, alors s'il y en a un que je dois citer peut-être au-dessus de tout, et c'est souvent lui que je cite, c'est John Fonté, qui m'a juste donné la niaque, en fait. Parce qu'il a une écriture incroyable. Moi, je l'ai découvert, j'étais adolescent, et je l'ai dit une fois, j'ai eu l'impression de passer d'un univers un peu jardin à la française, avec des codes, avec des choses très respectées dans l'écriture, dans la littérature. En lisant Fonté, je suis tombé dans un jardin à l'anglaise, c'est-à-dire fouillis, magnifiquement fouillis, avec son écriture à Fonté qui est plutôt âpre, qui est rugueuse, euh, qui est intense. Et oui, alors oui, John Fonté, ouais, 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 sacré écrivain, lui décomplexe beaucoup de gens, et on se dit que on peut écrire avec nos tripes un peu. Je dis pas que c'est ce que je fais, mais en tout cas, ouais, c'est un auteur incroyable. Laurent Godet, Eldorado, oui, effectivement. À quel moment as-tu décidé d'écrire? Amy. Euh, alors, je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours eu envie d'écrire en fait. Voilà, je l'ai dit, j'écrivais bien avant dans ma tête, j'écrivais bien avant de poser des mots sur des lignes. Ça c'est certain. J'ai l'impression d'écrire tout le temps en fait. Amis, certaines soirées, euh, dans ma tête, il y a des phrases qui s'écrivent. Je suis dans le train, je suis dans ma voiture, j'attends à la caisse du supermarché, j'ai l'impression qu'il y a des phrases qui s'écrivent. Voilà. Il a fallu juste que j'ai un peu le courage de m'y mettre réellement pour écrire un roman. Une question de Christine, et les thèmes de roman sont-ils inspirés de situations réelles? J'essaie de faire le point sur mes 4 romans. Euh, alors, point par point, je vais vous dire, souligner les fautes, oui, même si je ne suis pas du tout l'instit en question. Mais il y a le thème de la maladie d'Alzheimer sous-jacent. Et oui, forcément, là, là on a été confronté à ça.
Le thème d'épitaphe, pas du tout. La perte de mémoire, pas du tout. Les naufragés de la salle d'attente, le point de départ est quelque chose que j'ai rencontré. C'est-à-dire que, comme je devais rencontrer un psychologue pour enfants dans le cadre de mon métier, je suis allé voir un monsieur d'ailleurs qui est décédé depuis, et c'est très triste. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Dominique Vautier, c'était un psychologue sur Grenoble. Il s'occupait des enfants en difficulté. Et quand je suis arrivé dans son cabinet, il y avait une porte d'entrée électrique. Ça m'a choqué. J'ai compris plus tard que c'était pour permettre à la deuxième psychologue du cabinet qui était handicapée en fauteuil roulant, pour lui permettre de rentrer et sortir plus facilement. Et dans la salle d'attente de ce psychologue, effectivement, je me suis dit, on n'a pas envie de se montrer dans une salle d'attente, on n'a pas envie de rencontrer les gens. Cette porte restait bloquée, quoi. Et donc ça a été le point de départ de cette histoire où les gens, effectivement, suite à un accident de tramway, l'électricité dans le quartier stoppe, et les trois personnages, les trois protagonistes des naufragés de la salle d'attente se retrouvent bloqués dans cette salle. Voilà. Donc là, c'était un point de départ vraiment très concret. Et puis pour Elle m'attendait, alors aussi, j'avais entendu parler de gens comme Max, je ne peux pas trop en dire, hein, parce que si certains n'ont pas lu le roman, de gens comme Max, et je me suis dit que c'était des histoires qui étaient juste à côté de nos histoires à nous, et peut-être qu'on les regardait pas avec le bon œil, peut-être qu'on évitait de les regarder par peur aussi, hein, moi le premier. Et donc voilà, les gens à la marge, est-ce qu'ils ont des familles? Est-ce qu'ils vivent des histoires d'amour comme le commun des mortels, alors qu'ils font partie du commun des mortels? Voilà, ça m'intéressait beaucoup. Du coup, je me suis renseigné, j'ai regardé plein d'émissions à la télé là-dessus et sur Internet, des reportages. J'ai rencontré des gens qui s'occupaient de gens comme ça à la marge. Et voilà, et j'ai décidé d'écrire cette histoire, voilà, cette histoire d'amour. Euh, quoi vous dire d'autre? Si vous avez d'autres questions, allez-y. J'essaie de faire un peu de défilé. Mon prochain roman va s'inspirer de quelque chose qui, qui m'est un petit peu arrivé. Bon, du coup, je peux pas trop vous raconter quand même. Euh, si tu veux nous lire quelques extraits avec plaisir. Alors, si vous voulez. As-tu un rituel lorsque tu écris? Bon, ok. Je réponds à la question et après je vous lis un extrait si vous voulez. As-tu un rituel lorsque tu écris? Alors oui. Déjà, j'écris le matin très tôt parce que j'ai l'impression que si je suis réveillé et que je me rends compte de ce que je suis en train de faire, j'arrête tout. Parce que c'est quand même barge d'écrire des romans, de se dire je vais écrire un roman, c'est quand même un truc de fou. Donc j'écris le matin à moitié endormi, je pars vite dans ma cuisine, euh, qui est l'endroit d'où j'ai la plus belle vue sur les montagnes du Trièves. Et je me fais un énorme café, 2 cafés, 3 cafés, et j'écris à ce moment-là. C'est mon moment à moi. Quand la ville dort, comme dit Niagara, quand ma maison dort, c'est vraiment mon moment, le, le moment que je préfère en fait. Voilà. Une question de François, quelque chose qui t'est arrivé sur mon prochain roman? Tu as été adopté? Ben non, justement, personne ne veut m'adopter. J'ai demandé un Phil Laurey des éditions à Ciel, pas de réponse. Bon, Martine Cadéo, là j'ai tendu une perche, je ne sais pas. Euh, Jean-Philippe Lafont et Florence Franck, ça n'aurait pas de sens. Mais bon, écoute François, si tu connais quelqu'un, on se contacte hein, et tu me dis. Moi je vous lis peut-être un extrait. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle, vous devez être fatigué de m'entendre. C'est pas juste. Je vais vous lire un extrait de Elle m'attendait. C'est un, c'est un extrait de l'accouchement d'Alé. Et c'est Max qui parle. Alors voilà, parce que les parties sont racontées par différents personnages. C'est Max qui parle donc, et il raconte. Hmm.
Dans la salle où elle était étendue, on rangeait les dernières traces du champ de bataille qui s'était livré en silence. Le corps à corps se poursuivait dans un halo de quiétude. Elle m'a souri, de ce sourire-là d'après la guerre, quand les âmes ne sont remplies que des peurs disparues et des honneurs arrachés en lambeaux. Je n'ai pas osé m'approcher de la chaleur qui émanait de ses joues rosies et de sa poitrine gonflée à laquelle s'agrippait le petit être. J'avais l'air empoté. Elle attendait un père et j'étais un représentant de commerce, peu convaincu de ce qu'il proposait. C'est ta fille, Max. Approche. Que la vie m'offrait, que le futur me désignait comme responsable, moi qui n'étais même pas responsable de moi-même. Cette petite fille offerte que je n'avais pas envisagée. Je me suis approché, comme elle me l'avait demandé. Je me suis penché vers le petit être goulu qui s'agitait de grognements et de respiration étouffée. Puis mes lèvres ont senti son oreille de dentelle, mon nez a parcouru sa joue à l'odeur âcre. Ma joue s'est alongrie sur son crâne grumeleux. Et son odeur de petit gibier a pénétré en moi pour m'emplir et que je ne devienne plus que ça. Ce mélange explosif de l'aigre et du doux, d'elle et de moi. Les émanations des tréfonds de mon être révélé, la lave ruisselante de mes yeux, les larmes brûlantes, trop ravalées. Mes larmes, que la vie avait éteintes à force de souffler des craintes et des silences. Ces rivières ravinées de mon être, qui m'avaient irrigué jusqu'à grandir malgré tout. Mes larmes de feu ont baptisé mon enfant, ma petite fille. Et dans les yeux de sa maman, un océan de joie et de peur, comme une mouette rieuse qui planait au-dessus d'un volcan. Les prénoms sont des jolis chapeaux que l'on met sur la tête lorsque l'on est habillé joliment. Elle s'appellera Rosie. C'est ce que je lui ai dit doucement. Rosie parce que je le savais depuis longtemps. Rosie parce que c'était sa chanson préférée à elle, celle qu'elle fredonnait et qui adoucissait tout autour. Une chanson de Jackson Browne. Moi, je n'avais pas de chanson préférée. Avant elle, ça ne m'avait même pas semblé envisageable de se creuser la tête pour trouver une chanson préférée. Avant elle, les chansons ne me parlaient pas. Des autres, jamais les miennes. Avant elle, je ne comprenais pas les mots d'amour tristes en anglais. Rosie, elle a dit, ma toute petite Rosie. Et elle m'a aussi murmuré, merci. Là, je ne vais pas vous lire tout le livre. Je reviens sur les questions. À propos, Tom, une question de Willy. Quel est ton truc pour donner à tes élèves le goût de la lecture? La violence physique. Non, je rigole. Peut-être la frustration. Quand on lit le début d'une histoire et qu'on s'arrête, ça marche pas mal, ça. Et puis le goût, c'est aussi peut-être de lire avec eux. Nous, on lit en classe. On lit en classe ensemble. Voilà, les histoires, ça se partage. Vous le savez, puisque vous êtes tous là, amoureux des livres. Les histoires, ça se partage. Donc voilà, lire avec eux. Je conseille aux parents de le faire, mais ça, les parents le font vraiment. Une question de Manu Jaco. Cher Tom, ta prochaine pépite sortira-t-elle bientôt? Donc normalement novembre, mais Manu, vous savez que le confinement et la crise sanitaire fait que tout est un peu bousculé en ce moment. Donc on espère novembre avec mes... Une question d'Amy, tu pourras me lire un livre quand je serai... Oui, mais tu es trop grande, Amy, pour revenir dans ma classe. C'est fini, ça. Il y a des remarques très très désagréables sur ma coiffure. Je note les noms, je me vengerai plus tard. Non. Ah oui, un café. Alors voilà, je reviens là-dessus. Quand on me demande où j'écris, certains me disent dans un café à Noto. C'est vrai aussi, dans les cafés, j'adore écrire. Voilà, le matin chez moi, juste sur mes montagnes, et dans la journée, je vais dans des cafés où il y a beaucoup de monde, effectivement. Willy Lefebvre me dit jouer avec le vocabulaire et le fameux petit carnet de mots découverts. Ah, ça, c'est pour les élèves, Willy. Oui, aussi, ouais, ouais. Il y a plein de façons il y a plein de façons de donner envie aux élèves de lire. Après, je crois qu'il y a quelque chose qui est indéniable, c'est l'exemple. On se rend compte que malheureusement, les parents qui fument ont du mal à dire à leurs enfants de ne pas fumer.
Et les parents qui ne lisent pas ont aussi du mal à dire à leurs enfants qu'il faut lire. Mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Une question de Christine, est-ce que ton prochain roman aura la même structure chapitre par personnage? Non, non. Je l'ai fait pour Les Naufragés, je l'ai fait pour Elle m'attendait parce que j'avais vraiment envie que... Alors pour Les Naufragés, ça paraissait évident parce que c'était trois visions de trois personnages enfermés. Pour Elle m'attendait, je suis retombé dans le roman choral, mais parce que je ne voulais pas qu'il y ait de gens qui se sentent un peu victimes de cette histoire d'amour. Voilà. Donc ça semblait logique qu'on ne dise pas la pauvre aller épouser quelqu'un comme ça ou la pauvre Rosie avoir des enfants comme ça. Voilà, des parents comme ça, je veux dire. J'avais pas trop envie. J'avais envie que tout le monde, sauf Sapo, et que tout le monde explique pourquoi il vivait cette histoire avec ses parents, avec ses enfants. Donc voilà. Le prochain, non. Le prochain va être plutôt linéaire avec le point de vue d'un personnage. Euh, et donc, non, on n'a pas ça. Mais je pense que j'y reviendrai en revanche parce que c'est vraiment un exercice que je trouve incroyable à faire. C'est vraiment très très intéressant. Je lis une question de Jérôme. Pardon. Ah, c'est pas une question, c'est une remarque, c'est très gentil. Je vais la garder pour moi. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une mèche qui prend au vent. Ah ouais, d'accord, ok. Le airbashing là. Bon, d'accord, hein, c'est bon, je note. Pas victime, Manu Jaco. Pas victime, au contraire, je trouve que tu prends bien soin de tes personnages. Oui, mais oui, j'ai envie de les sauver. Je les aime, mes personnages. Je les aime, mes personnages, vraiment. Et c'est vrai qu'on m'a demandé plusieurs fois pourquoi je n'écrivais pas des suites. Et je pense que ça serait quelque chose que j'aimerais faire plus tard. Bon, pour l'instant, j'ai encore plein d'autres personnages à faire vivre. Donc je pense que je vais encore en inventer d'autres, encore quelques temps avant de reprendre ceux que je connais déjà. Voilà. Une question de Manu. Est-ce que tu n'es aucunement dans le jugement et que tu n'es aucunement dans le jugement et que tu les portes tels qu'ils sont? Oui. Oui. Bah, on écrit, enfin, je vais parler pour moi, mais je n'écris pas pour porter des jugements en fait. J'écris pour raconter la vie des gens en fait et des petites gens, je vais dire. Parce que effectivement, ce ne sont pas des grands héros, mes personnages, loin de là. Mais je trouve que vraiment voilà, la vie de chacun, c'est la grande histoire de chacun. Donc oui, on n'est pas tous dans les médias, on n'est pas tous dans les journaux, on n'est pas tous des héros, mais on est des héros du quotidien. On en voit plein des héros du quotidien là. Hein, qui aurait imaginé que raconter la vie d'une infirmière était intéressant et intense il y a quelques mois? Voilà, moi c'est ces gens-là. Alors je raconterai pas la vie d'une infirmière, pas tout de suite en tout cas, je vais pas me lancer là-dessus, mais voilà. Une question de Jérôme et un roman. Ouais, ça j'adorerais. Ça j'adorerais. Ouais, ça risque d'arriver un de ces quatre. Mais voilà. Une question de Chris. À travers tes mots ce soir et dans tes livres ressort quelqu'un d'humain. Ben merci, et cela fait du bien. Bis de Marseille, ouais, merci à toi, merci de m'avoir accueilli à Marseille. Et oui, en fait, les humains rencontrent les humains, hein. Il n'y a pas que les Français qui parlent aux Français, les humains parlent aux humains. Manu Jaco, c'est la suite de phrases du dessus. Ok, bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. Est-ce que vous pensez que je vous lis un autre extrait ou moi, quand on n'a pas de questions, on lit des extraits. Donc je peux vous lire peut-être un dernier extrait. Une belle humilité, Manu, mais oui, évidemment, enfin, qu'est-ce qui me donnerait le droit de ne pas être humble? Parce que c'est, je, voilà, il y a pas un dunk en librairie. Amy, c'est un beau titre, un dunk. Bon, je vous lis la suite alors de ce que j'ai.
que je vous ai lu et après je vous embête plus, je vous fiche la paix. C'est la suite donc après l'accouchement. Les médecins sont passés, ils ont jaugé notre petite fille comme un petit animal sur un stand agricole. La colère m'est montée si brutalement que j'ai quitté la pièce. Faire un tour, dans les couloirs, écraser ma rage. À mon retour, une puéricultrice donnait des conseils, une bienveillante. Toujours allongée dans son lit, elle m'a envoyé un regard étonné. J'ai baissé les yeux. Coupable et lâche à la fois. J'ai fait semblant d'écouter la fin des conseils. J'ai mimé mon intérêt certain. Elle m'avait en droite ligne dans son champ de vision. Elle me fixait avec ce rictus figé qui traduisait qu'elle n'était jamais dupe. Lorsque l'une des deux infirmières m'a dit qu'il faudrait que je rentre me reposer, je n'ai pas opposé de résistance. Elles m'ont dit que l'on déposerait au passage Rosie dans la pouponnière. Elle ne reste pas avec toi? Monsieur, votre dame doit se reposer les premières nuits au moins, nous sommes là pour ça. Nous lui apporterons votre pitchoun lorsqu'elle aura faim et entre-temps sa maman devra dormir afin de reprendre des forces. Mon regard effaré a reçu comme seule réponse un sourire résigné. Ne t'inquiète pas. Nous sommes sortis de la chambre, Rosie, les infirmières et moi, et j'allais oublier de me retourner afin de lui dire au revoir. Psst. Oh, pardon. Et elle m'a dit, ne reste pas là, s'il te plaît, rentre chez nous et range un peu. Ils ne nous garderont pas longtemps. J'ai dit d'accord. Je l'ai embrassée, comme le font les pères qui quittent leur épouse à la maternité. Je me suis installé sur une chaise dans le couloir, face à l'immense vitre de la pouponnière, et je me suis endormi là. J'ai plus bougé. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Énormément encore Florian Alain pour cette idée, pour m'avoir invité. Je suis très heureux et très fier d'avoir participé à ça. Je vous rappelle que les éditions La Trace vendent leurs livres en ligne, même pendant le confinement. Je vous rappelle qu'il y a des auteurs magnifiques. Alors j'ai cité Alain Cadéot, mais il y en a plein d'autres. Il y a Bénédicte Rousset qui a écrit Romilda et qui est merveilleux. Il va y avoir bientôt un livre de photos avec des textes somptueux qui va paraître. Allez-y, soyez curieux, faites un tour dans les maisons d'édition plus confidentielles. C'est comme le cinéma. On n'est pas toujours obligé d'aller voir les blockbusters dans les gros complexes. On peut aller voir des chouettes petites choses dans des petites salles de ciné. La lecture, c'est pareil. Je compte sur vous vraiment. Je vous embrasse. J'espère que ce confinement ne durera pas trop, mais s'il faut qu'il dure, eh bien, laissons-le durer. Le temps d'être en bonne santé, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc, restez bien chez vous, restons bien chez nous. Je fais la même chose. Ok? Je vous embrasse, je vous remercie et au plaisir de vous rencontrer. À bientôt. Au revoir.